Voilà, je pense qu'on va, si mon micro est ouvert, oui, je dois le mettre comme ceci, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Grand Tornu, à l'occasion de cette table ronde que le MAX, le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organise en partenariat avec l'OIP. Je laisserai dans un instant Lucie Decoq, membre de l'OIP, présenter nos intervenants de ce soir. Pour ma part, je me présente, donc Denis Guilaine, je suis directeur du MAX. J'ai eu le plaisir de travailler avec Daniel Turner sur l'exposition Compresseur que je pense une grande majorité d'entre vous a pu découvrir ce soir en compagnie de nos guides. Par conséquent, je ne vais pas revenir sur le contenu de l'exposition qui vous a été, j'imagine, bien expliqué et en détail. Par contre, je voudrais peut-être juste souligner ceci, c'est que, voilà, en tant que programmateur, j'essaye, et le musée, l'équipe du musée avec moi, on essaie de réfléchir à la pertinence d'un programme étant donné le lieu où nous sommes. Et le Grand Tornu est un site excessivement, un site particulier, excessivement chargé de l'activité humaine qui s'y est déroulée pendant plusieurs années. C'est un site qui a à peu près 200 ans, donc vous imaginez toutes les histoires qui se sont déroulées ici. Donc c'est un site chargé et en même temps c'est un site qui est, je trouve, assez ambigu d'une certaine manière, parce que d'un côté c'est le fruit d'une sorte d'utopie sociale qui a été guidée, je dirais, qui a été menée par Henri Degorge, qui est le fondateur du Grand Tornu, en créant une usine, une fabrique qui, d'abord, comme on le constate encore aujourd'hui, est très belle et qui avait été vraiment pensée comme une sorte de cité ouvrière idéale avec des petites maisons ouvrières. Il y en a 450 autour du site. Il avait imaginé une bibliothèque pour les ouvriers, il y avait une salle de danse, un kiosque, etc. Et en même temps, c'est un site forcément de souffrance. C'est une activité très dure qu'être mineur, et donc ce sont forcément des gens qui étaient, d'une certaine manière, on va le dire, exploités par cette force, cette puissance du capitalisme et de la révolution industrielle. Donc c'est un site, je trouve, extrêmement ambigu et complexe. Et comme vous le voyez aussi au niveau de l'architecture, je donnerai vite la parole à Lucie dans un instant, mais l'architecture du Grand Tornu est singulière à plusieurs titres, et notamment par cette forme ovale, cette espèce de panoptique en fait qu'est cette cour centrale, et qui d'une certaine manière permettait notamment aux ingénieurs, mais aussi finalement aux propriétaires du site, donc Henri Degorge, à tenir à l'œil ses ouvriers, puisqu'il avait une vision sur les ateliers. Ça rappelle évidemment le panoptique du système pénitentiaire, et je dirais que d'une certaine manière, le lien qu'on peut faire entre la prison de Forêt, sur laquelle Daniel Turner a travaillé, et le Grand Tornu où nous sommes, c'est que ce sont des lieux de confinement, des lieux qui ont concentré une activité humaine, et qui par conséquent, comme je le disais en introduction, sont excessivement chargés. Donc voilà, je pense que l'emprise du lieu, qui est le titre que nous avons choisi pour cette table ronde, est particulièrement appropriée. Donc voilà, je laisse à Lucie le soin de présenter nos invités et de lancer certainement la conversation. Merci Denis. Donc bonsoir à toutes et à toutes, à tous et à toutes, pardon. Merci d'être là ce soir et merci au MAX d'accueillir la soirée.
Alors ce soir, on va prendre le temps de s'arrêter sur l'univers carcéral en continuation à ce que vous avez déjà pu ressentir, voir et comprendre à travers l'exposition de Daniel Turner, Compresseur. Le thème de la soirée, c'est l'emprise du lieu quand la prison affecte le corps au quotidien. On va prendre le temps pendant 1h30 de comprendre l'institution carcérale dans son quotidien, son fonctionnement concret et donc dans ses contradictions importantes, en nous penchant, avec l'aide de nos intervenants et intervenantes, sur ces dispositifs architecturaux et sur les objets a priori banals qui font son quotidien. Il est important de dire aujourd'hui que la soirée s'organise grâce au travail de Wivine Detro, responsable de publication au Fonds Mercator, qui nous a aidé à créer une rencontre entre l'Observatoire international des prisons, dont je fais partie, et le Max Grand Ornu, dans lequel on se retrouve ce soir. Alors, l'Observatoire international des prisons, section belge, l'OIP, dont je fais partie et dont je suis membre, est une association qui alerte et sensibilise sur la question carcérale et sur les conditions de détention en Belgique, et qui, par ailleurs, milite pour l'abolition du système carcéral. On y reviendra sûrement. Avec nous ce soir, donc, 2 intervenants. Delphine Poupez, doctorante en anthropologie, membre de l'OIP, et elle rédige actuellement une thèse autour de la prison de Harren. Elle s'intéresse à l'évolution des relations carcérales au regard des transformations contemporaines de la prison, à partir de la prison modèle de Harren, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et David Skeer, docteur en professeur en criminologie sociologique à l'UCL et membre du Centre de recherche interdisciplinaire de la déviance et de la pénalité. Pour commencer, en rapport avec le titre que j'ai déjà pu vous nommer, et en continuation avec ce que vous avez déjà pu ressentir en visitant l'exposition, je voulais vous lire un court texte de Catherine Baker, qui est une femme de lettres et essayiste américaine, qui a écrit le livre « Pourquoi faudrait-il punir ?», texte qui nous permet d'avoir une belle entrée en matière et une meilleure compréhension de ce que c'est l'emprise du carcéral sur le corps. Alors, la Cour et le jury vous condamnent à la peine de 20 années de réclusion criminelle, ce qui signifie: vous êtes condamné à vous mettre nu aussi souvent qu'on le jugera nécessaire pour être fouillé à corps, à montrer votre anus aux surveillants chaque fois qu'ils l'exigeront dans le cadre de vos fonctions. Vous êtes condamné à vous soumettre nuit et jour à leur volonté. Vous obéirez à tous les ordres, même à ceux qui vous sembleront ineptes et uniquement mortifiants. Vous êtes condamné à demander la permission pour tout. Vous êtes condamné à vous tourmenter incessamment pour vos proches, sachant que vous n'apprendrez jamais ce qu'on voudra bien vous dire. Vous êtes condamné à être dépouillé de tout ce que vous possédiez, à n'avoir que de très rares objets qu'on peut vous retirer à tout moment. Vous êtes condamné à ne plus disposer de votre temps, de votre avenir, de vos projets. Vous êtes condamné à tout attendre, le courrier, les visites qui se feront de plus en plus rares, l'audience demandée au directeur, la consultation à l'infirmerie, le transfert de la centrale en centre de détention, le jour lointain, en fin de peine, où vous pourrez espérer une permission, l'aléatoire libération conditionnelle, la sortie. Cette vie d'attente vous rongera. Vous êtes condamné à ne plus faire l'amour, à être séparé de l'être que vous aimez. Vous êtes condamné à vivre votre désastre sans la consolation de personne. Si vous sombrez dans la dépression, vous serez condamné à prendre des cachets jusqu'à ce que l'on obtienne de vous l'abrutissement voulu. Vous n'aurez aucun contrôle sur votre santé. Vous êtes condamné à ne pas voir grandir vos enfants, à être déchu de vos droits parentaux. Vous êtes condamné à être coupé de la nature. Votre ciel sera tendu de gros filins contre les rêves d'évasion par hélicoptère. Vous êtes condamné à vivre sans surprise ni beauté, une vie rigoureusement monotone. Vous êtes condamné à l'insignifiance de chacun de vos jours. Vous êtes condamné à ne pas revoir votre mère ou votre père lors de ces derniers instants. Et enfin, vous êtes condamné à avoir peur de tous, des surveillants violents ou alcooliques, des délinquants pervers ou devenus forcenés. Cette peur vous rendra lâche, vous en aurez honte.
Je vais laisser maintenant la parole à nos intervenants qui vont nous faire chacun et chacune une petite présentation en lien avec l'exposition et le texte que vous avez entendu. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et je tiens à remercier ici le Max et l'OIP pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de se trouver face à vous. Et j'espère que je serai à la hauteur pour vous dire quelques mots de ma modeste expérience à propos de la prison et de son évolution. Alors, comment la prison tient-elle debout ? Très matériellement, en tant que bâtiment parfois franchement décrépit, ou ensuite en tant qu'institution continuellement reproduite depuis le XIXe siècle. Comment la prison tient-elle debout ? Plein d'analyses scientifiques sur la prison expliquent à la fois cette passivité et cette reproduction en proposant des interprétations tantôt macroéconomiques, tantôt philosophico-historiques, parfois microsociologiques, parfois psychologiques. Mais je vous propose ce soir de partir du concret, de partir des choses simples, du banal, de l'habituel, finalement, de tenter de poursuivre peut-être le travail de Daniel Turner, de partir de quelques objets architecturaux pour décortiquer cette question un peu provocatrice peut-être, qui en amène une autre, non moins impertinente. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de morts, d'émeutes, de suicides, de révoltes, de grèves en prison ? Ce soir, je vais vous parler de murs, d'escaliers, de fenêtres, peut-être aussi de tasses à café. Tout ça pour parler d'évolution pénitentiaire. Le mur d'enceinte en premier lieu. Le mur d'enceinte est sans nul doute l'objet spatial à la fois le plus symptomatique de la prison et le plus immuable, du moins en apparence. Le mur, c'est l'objet symbolique de la prison par excellence. Le mur infranchissable, support de la visibilité exemplaire de l'institution pénitentiaire. Les contraintes architecturales qui pèsent sur le mur d'enceinte sont restées, à travers l'histoire et à peu de choses près, relativement identiques de 1830 à 2025. Le mur doit être robuste, plein, assez haut. Un bulbe anti-évasion remplace désormais les concertinas et autres barbelés. Le mur d'enceinte est le support de délégation premier de l'institution pénitentiaire. Il est finalement la justification ultime de la prison, d'ailleurs peut-être la seule qui fonctionne encore un tant soit peu, à savoir la clôture et la mise à l'écart temporaire. À l'intérieur du mur d'enceinte, loin des yeux de l'observateur extérieur, le même espace carcéral est censé répondre aux diverses fonctions, aux fonctions variées de l'institution, fonctions parfois paradoxales, punir, séparer, contrôler, neutraliser, amender, corriger, protéger, réinsérer. Ce mur qui délimite, qui cache et qui justifie ce qu'il circonscrit, il évolue techniquement à la marge, je l'ai dit, mais ces quelques transformations renseignent sur le projet pénologique de la prison et surtout sur l'importance accordée à l'institution pénitentiaire en tant que service public. Les premières prisons édifiées en Belgique sont construites en ville, à dimension humaine. Les hauts murs d'enceinte reçoivent une attention toute particulière de la part des architectes. Le premier mètre ou mètre 20 est en béton, le reste est en briques rouges, à l'instar des habitations avoisinantes. Il y a quelques portes d'accès qui sont verrouillées en permanence, mais qui sont néanmoins percées dans le mur et qui donnent une impression d'un bâtiment vécu, presque habité. Et presque 2 siècles plus tard, les prisons belges offrent une inscription dans le paysage qui est totalement différente.
Symptomatique du virage sécuritaire et de la délocalisation des prisons vers les campagnes, les murs d'enceinte s'appauvrissent, ils laissent place au béton nu. Le bulbe anti-évasion renforce cet aspect fonctionnel et uniquement fonctionnel du mur d'enceinte. Donc s'attarder un instant sur le mur d'enceinte, sans même encore pénétrer à l'intérieur des prisons, permet déjà de questionner cette dissolution du projet pénitentiaire et plus largement la dissolution de la pensée carcérale. L'investissement dans la brique ayant une fonction sociale se réduit progressivement à la sobriété nue et désormais à la reproduction stérile d'une architecture blindée. Alors maintenant, si vous le voulez bien, pénétrons dans les murs et passons d'un étage à l'autre en empruntant les escaliers. Dans les vieilles prisons, les escaliers semblent avoir été placés par les architectes de manière assez naturelle. Ils sont nombreux, ils sont situés à chaque début et fin de couloir afin d'atteindre les coursives supérieures. Sur la photo ici à gauche, vous voyez des escaliers au fond et un autre à proximité immédiate dont vous devinez la rampe. Cette situation, elle sert tout à fait le projet de réforme carcérale du XIXe siècle, à savoir un espace carcéral simple, facilement lisible, afin d'engendrer l'ordre de manière naturelle, en diminuant les fatigues du personnel, afin qu'il se concentre sur sa mission première, inculquer des valeurs morales saines aux personnes incarcérées. Les prisons modernes, qui sont décrites dans des cahiers des charges extrêmement techniques, et construite davantage par des entrepreneurs et des ingénieurs que par des architectes, révèle une toute autre structuration de l'espace interne. Le positionnement et la description même des escaliers témoignent de l'orientation politique qui sous-tend la conception de la prison. Ici, sur la photo de droite, vous avez deux seuls escaliers pour une détention qui est beaucoup plus grande et qui se compose d'une gaine grillagée et de grilles verrouillées à chaque étage. Les escaliers ne sont plus situés dans les ailes de détention, qui sont par ailleurs segmentées en étages, mais sont situés autour d'un imposant centre de commande qui devient le garant de toutes les circulations internes. Un escalier accueille les personnes qui montent les étages et l'autre est destiné au mouvement descendant. Une circularité qui se veut sécuritaire. Dans le premier cas, les escaliers, dans la manière dont ils mettent en relation les lieux, servent le projet de réforme carcérale. Dans le second cas, la sécurité comme seul objectif remplace progressivement les objectifs de la prison. Rendons-nous maintenant dans une cellule. Dans une cellule, on y trouve des fenêtres. Les étroites fenêtres des cellules des prisons du XIXe siècle sont passées en hauteur et ne laissent apercevoir qu'un bout de ciel au regard. Elles étaient vouées à la séparation stricte et à l'amendement, la voie vers la rédemption divine. Mélange d'efforts de normalisation et encore une fois de sécurisation, la fenêtre s'agrandit, elle vient se placer à hauteur d'homme, mais en même temps, elles intègrent des caillebotis, ces fins grillages à peine visibles ici, car le service de communication du consortium a pris le soin de bien surexposer l'image. Et d'épais plexiglas viennent s'ajouter à la fenêtre. La fenêtre ne s'ouvre plus. L'aération est remplacée par une ventilation qui est automatisée. Les nouvelles fenêtres répondent aux normes d'humanisation, mais freinent considérablement l'expérience de l'humanisation en limitant les échanges, en empêchant l'accès à l'air extérieur, en bridant les possibilités de tendre une main dehors. Dernière étape, prenons maintenant un café. Dans les vieilles prisons, les lieux où on prend le café sont nombreux.
Le café soluble est fourni par l'administration pénitentiaire, il est préparé par les détenus avec les moyens du bord, parfois une chaussette en guise de filtre, de la cannelle comme rehausseur de goût. Le café des agents pénitentiaires est filtré dans un vieux percolateur et le café voyage dans la zone de détention de section en section, de cellule en cellule. Les tasses sont bricolées, improvisées, rafistolées, elles sont personnelles. Dans les nouvelles prisons, des tasses individuelles, non plus personnelles, mais bien individuelles, sont fournies par l'administration pénitentiaire aux détenus. Les agents, qui ont pourtant accès à une machine à café, apportent régulièrement leur bouteille thermos personnelle. Le café se boit en cellule pour les uns, dans les bureaux pour les autres. La standardisation remplace la diversité. Une question d'égalité, paraît-il. Ces quelques objets et leur évolution sont les témoins des transformations de la prison contemporaine. On demande toujours à la prison de répondre à des missions paradoxales, voire à des missions aporétiques, resocialiser et isoler en même temps, normaliser et contenir en même temps, responsabiliser et interdire en même temps, pacifier et contraindre. Finalement, réinsérer et exclure. Mais le blindage et la duplication témoignent, à mon sens, d'un effritement de la pensée pénitentiaire. Cette amputation, la vision pénologique, le projet carcéral est complètement rayé des débats. Cette amputation, elle révèle plus que jamais le paradoxe ontologique de l'institution pénitentiaire, c'est-à-dire sa reproduction et la reproduction simultanée de son échec. C'est pas moi qui le dis, c'est Foucault. Et ce sont finalement les pratiques et les usages, les manières dont les individus s'emparent de tous ces objets quotidiens qui font sans doute que la prison n'implose pas. La prison, aussi inféconde soit-elle, n'est que rarement remise en question au sein des murs. Parce que la banalité quotidienne au sein des murs consiste à ne cesser d'essayer de rendre la prison un peu plus supportable, un peu plus habitable. Mais ces efforts restent probablement des emplâtres qui ne remplaceront jamais le membre amputé qu'est la pensée pénitentiaire, qui ne feront pas disparaître la douleur fantôme derrière la prothèse qu'est la reproduction stérile de modèles impensés. L'évolution carcérale est indissociable de la notion de réforme. Mais il y a un épuisement à penser mieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser autrement ? Détruire pour construire autre chose. C'est en tout cas ce que je vois dans le projet de Daniel Turner. Détruire pour construire autre chose, peut-être jusqu'à ce que se décolle le sparadrap en laissant apparaître les fissures d'une prothèse elle-même maladroitement fixée sur la plaie béante de l'échec pénitentiaire. Je vous remercie. Je pense qu'on peut déjà applaudir. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci David pour cette belle première entrée en matière qui est quand même une prouesse de montrer ces transformations de l'espace pénitentiaire en 10 minutes top chrono. Et merci beaucoup au Max et à l'OIP pour cette invitation. C'est assez gai pour moi de pouvoir faire cette table ronde ici et de pouvoir la faire ensemble parce qu'on a des recherches qui sont assez complémentaires, des points d'ancrage qui se prolongent parce que moi je travaille du coup sur la prison de Harren qui a ouvert ses portes maintenant il y a presque 3 ans, il y a plus ou moins 3 ans. Et donc qui raconte ensemble cette histoire continue de la modernisation des prisons avec un ancrage encore plus actuel.
Et puis je suis ravie aussi de pouvoir en parler parce que on a vu une exposition très belle ici qui prend les objets, les lieux, les matières comme support pour raconter, pour ouvrir une réflexion sur les souffrances de l'enfermement, mais avec pour point d'ancrage, comme souvent, une prison très vétuste, insalubre, des lieux qui portent la trace de l'usure. Et aujourd'hui, je peux avoir l'occasion du coup de vous parler de l'expérience de l'enfermement, mais à partir du neuf, du propre, mais qui ne répond pas spécialement non plus à ces promesses d'humanisation. À partir donc de cette prison que vous connaissez probablement, qui est la prison de Harun, et qui remplace donc les trois anciennes, deux sont toujours en activité finalement, de Forêt, de Saint-Gilles et de Berkendal, donc les trois prisons bruxelloises, dont le projet était de fermer les trois établissements pour les remplacer par la prison de Harun en périphérie de la ville, de la capitale. Mais comme on le sait, la surpopulation et l'inflation carcérale continue font qu'il n'est pas possible actuellement de fermer les établissements de Saint-Gilles et de Berkendal. David vous a montré l'évolution et l'imbrication de rationalités, de vocations différentes attribuées au fil de temps à la prison. Comment ça se traduit dans ces lieux, ces objets de la détention. Comment la matérialité, elle sert de support pour incarner un discours, un projet pénitentiaire. Et la prison de Harun, c'est la parfaite continuité de ça. C'est vraiment un exemple concret de cette utopie carcérale incarnée dans les murs. C'est un grand projet modèle, très symbolique, qu'on peut voir déjà dans ses discours. Elle est souvent annoncée comme la prison du futur qui permettrait des conditions de détention idéales, humaines, des relations apaisées, personnalisées avec le personnel, une autonomie qui serait permise par des badges électroniques et par différents supports technologiques. Et puis on a tout un discours autour de la responsabilisation et de la réinsertion qui serait permise par cette architecture qui est celle du village pénitentiaire sous son nom officiel. Et donc on a toute cette idée d'innovation absolue autour de ce modèle, même si quand on s'intéresse un petit peu au modèle contemporain de prison, on peut retrouver énormément d'exemples qui correspondent à cet imaginaire. Et il y a eu une couverture médiatique très forte autour de cette prison. Donc voilà, là on a un parfait exemple. Ça c'est l'illustration donc par le consortium privé de cette prison. On voit déjà tout de suite l'imaginaire qui se développe là. Et c'est très beau. En fait, on a pratiquement envie d'y aller quand on voit ça. On voit ce village qui est représenté par cette place. On voit des gens, on voit de la lumière et des bâtiments qui finalement ne ressemblent pas tellement à une prison, mais plus à une ville. Et donc tout ce projet, toutes ces vocations, elles reposent en immense partie sur l'architecture, sur l'organisation spatiale de la détention qui permettrait cet équilibre optimal entre conditions humaines et sécurité. C'est même officiellement, c'était présenté comme la traduction architecturale de la loi de principe qui incarne les nouveaux droits attribués aux personnes détenues, les contrôles de ces droits et le principe de limiter le plus possible les effets préjudiciables de la prison. Donc c'est vraiment le modèle dans lequel on se situe au niveau juridique aujourd'hui. Et cette prison était pensée comme étant sa traduction matérielle et architecturale. Alors la rationalité qui prime ici, le projet, c'est celui de la normalisation. Le fait de rapprocher le plus possible les conditions de détention aux conditions standards de la vie à l'extérieur. Avec cette idée donc du village, avec toute une série de bâtiments différents qui correspondrait à toute une série d'institutions dans la ville. Donc on a l'hôpital, le bâtiment de travail, les bâtiments cellulaires, on a les bâtiments administratifs, etc. Et que en se déplaçant d'un bâtiment à un autre de la prison, on retrouverait le rythme d'un quotidien normal à l'extérieur, tout comme on sort de sa maison pour se rendre au travail. Et bien ici, on passe par des bâtiments différents en passant par des espaces extérieurs.
Il y a un énorme travail sur l'esthétique, sur le vocabulaire aussi, pour évoquer cette normalité urbaine. Et puis, on a tout ce principe de sectorisation et de fragmentation de l'architecture, avec toute une organisation donc, en bâtiments distincts, mais aussi à l'intérieur de chacun de ces bâtiments. On a une sectorisation qui est renforcée, avec des toutes petites unités de vie de 30 personnes qui sont annoncées pour favoriser des relations interpersonnelles, une meilleure interconnaissance, etc., et qui casserait l'impression de gigantisme déshumanisant du complexe. Là, au contraire, on mettrait l'accent sur la communauté et sur des relations personnalisées. Le revers, évidemment, de cette organisation en toutes petites unités de vie pour une prison de 30 personnes pour une prison de 1200, c'est que on en a énormément qui sont très déconnectées les unes des autres. Et que surtout, cette sectorisation, elle permet avant tout une sécurité optimale par une surveillance beaucoup plus rapprochée sur des plus petits groupes, donc plus faciles à contrôler, mais aussi la séparation des groupes en des régimes différenciés, des régimes avec plus ou moins de marge de mouvement, donc plus ou moins de privilèges qui y sont associés. Et donc finalement, c'est une organisation qui est aussi disciplinaire, puisqu'elle permet de discipliner les comportements par un régime de privilèges. Donc on voit dans toute cette prison cette utopie architecturale et pénitentiaire parfaitement représentée, cette croyance en une architecture humaniste qui serait capable de transformer l'expérience de la prison, de réformer les comportements des détenus pour devenir des individus responsables qui les mèneraient tout droit vers une réinsertion réussie. Ici, on ne voit pas très bien dans ces dessins le mur d'enceinte, mais ça me faisait penser la présentation de David, il faisait penser, parce que c'est assez amusant. À Aaron, on sort justement de cette idée du mur complètement nu et neutre, même s'il n'est pas représenté ici sur ici, mais le mur d'enceinte à Aaron, il est justement assez coloré avec des couleurs pastel et un bord tout arrondi. Et on a même dessiné des fresques qui représentent un peu façon Hergé, qui représentent l'autre côté du mur. Donc depuis l'intérieur, on voit à quoi ressemble l'extérieur et vice-versa. Et donc ce mur d'enceinte est vraiment présenté par les architectes comme favorisant, démontrant la porosité de l'institution et son insertion dans le paysage, là où par ailleurs, elle est de plus en plus excentrée de la ville. Mais donc c'est un excellent laboratoire pour observer ces discours contemporains sur la prison, les ambitions qui sont affichées, mais aussi, quand on l'expérimente de l'intérieur, de plein fouet ces contradictions et les limites inhérentes au modèle, et qui montrent bien le flou inhérent de l'orientation politique du projet carcéral qui veut à la fois punir, mais aussi éduquer, responsabiliser, soigner, etc. La limite constante, évidemment, c'est la sécurité. C'est ce qui contraint tout le reste, toute innovation et toute bonne intention architecturale derrière. D'ailleurs, le moindre objet ou la moindre interaction est avant tout analysée comme un facteur de risque, voire comme une arme potentielle. Il y a des architectes qui avaient proposé des projets de mettre des petits cailloux à différents endroits qui favoriseraient un côté un peu zen, esthétique, etc. Et là, ça a été refusé directement puisque les cailloux peuvent être utilisés comme des projectiles, comme des armes, ou alors une herbe un petit peu trop haute est directement un facteur de risque aussi, puisqu'on peut y dissimuler des objets et des armes potentielles. Donc ça, c'est des petits exemples. Cette architecture, elle est avant tout le symptôme d'une sécurisation renforcée, comme David l'a montré. À Aaron, on a la multiplication de portes, de sas, on a une hyper-sectorisation, hyper-fragmentation du modèle et énormément de technologies, des caméras, des ouvertures à distance qui vont finalement renforcer le sentiment de contrôle, le sentiment d'isolement, la perte des contacts directs, l'incertitude liée au manque de communication entre les différents services. C'est une prison qui est gigantesque avec des distances très importantes et comme il faut pouvoir, comme toutes ces portes sont contrôlées à distance, non plus par des clés, mais par un poste central qui va les gérer, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des interactions avec les services qui sont dans d'autres bâtiments, puisqu'on ne va plus se déplacer physiquement, ça prend trop de temps, c'est trop loin. Alors toutes ces communications vont être dématérialisées, virtualisées ou distantes.
Donc j'avais envie de vous parler, pour prendre un petit peu le même principe que David, partir de quelques petits objets qui sont témoins de cette rationalité moderne et contradictoire des objectifs de la prison. Ou à Aaron, on a par exemple le badge électronique. Je l'ai oublié dans mon sac, je l'avais avec moi, je pourrais le montrer si vous voulez après, qui raconte très bien cette contradiction. Le badge électronique qui permet du coup de se déplacer entre les différents bâtiments. Chaque personne dans la prison en a un, les détenus autant que les différents autres membres du personnel. Ce badge, il était annoncé favoriser l'autonomie. Ça a même été annoncé comme favorisant la liberté de mouvement et la responsabilisation des détenus, puisqu'ils ne sont plus obligés d'attendre l'agent qui vient avec ses clés, mais ils peuvent eux-mêmes badger. Mais dans les faits, cette autonomie annoncée, elle n'est pas du tout réelle. C'est simplement un contrôle qui est virtualisé, qui est dématérialisé partiellement, puisque tout comme avant on attendait que quelqu'un vienne ouvrir avec des clés, ici où on appuyait sur un bouton poussoir, ici on vient mettre son badge et on attend que quelqu'un à distance actionne l'ouverture, et c'est restreint à des moments très précis. Chaque personne a son agenda, et donc si la personne n'est pas supposée se déplacer à ce moment-là, le badge tout simplement ne s'activera pas. Et donc tout simplement, que veut dire ce badge ? Cette autonomie qui est annoncée, c'est avant tout l'indépendance de la présence physique d'un agent. Mais cet accord, cette autorisation reste toujours nécessaire. Et donc ça passe tout simplement par un contrôle à distance qui est froid et qui vient remplacer ce mouvement, ce bruit des clés et surtout le contact relationnel, parfois conflictuel, mais parfois aussi humain, chaleureux, du contact avec les agents pénitentiaires. Et ça a eu pour effet de diminuer ces contacts-là. Alors par exemple à Aaron, on avait aussi une autre nouveauté, c'était que pour la distribution des repas, les agents ne passent plus à chaque porte pour ouvrir la porte et apporter le repas aux détenus, mais les repas sont servis sur les unités de vie, et chaque personne va badger sur sa porte pour aller chercher son repas. Et ça pour tous les mouvements. Et donc en fait, tout simplement, ça réduit énormément les interactions entre les agents et les détenus, puisque oui, les détenus peuvent de façon autonome se déplacer, mais ça a eu pour impact de diminuer énormément ces relations. Et puis après, on a aussi l'interphone, pour entrer en contact, comme on a un espace qui est... pardon, je parle beaucoup trop longtemps en fait, je n'ai pas du tout suivi mon temps. Je vais peut-être pas insister alors sur l'interphone, mais ce que je voulais dire, c'est que tout ça dépend finalement beaucoup moins des objets et de l'infrastructure des lieux en soi. Toutes ces promesses ne dépendent pas tant de la présence physique de ces objets, mais de ce que les gens font de ces objets, de comment ils les mobilisent, des pratiques des agents et des différents individus dans cet espace. On a par exemple des agents qui vont volontairement choisir de se déplacer pour aller répondre aux sollicitations des personnes. On a justement, je vais quand même mentionner les interphones parce que c'est un système qui permet, depuis la cellule, d'entrer en communication avec le bureau des agents sur les unités. Mais là où avant il fallait crier, se débattre, frapper sur les portes, etc. pour avoir un contact, et puis finalement quelqu'un allait venir ouvrir et avoir un dialogue, ici on appuie depuis la cellule sur un petit bouton qui va faire bip 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 jusqu'à ce que la personne de l'autre côté déverrouille l'interphone. Alors parfois ça peut prendre très longtemps, donc ça va sonner de façon intermittente, mais surtout ça permet donc aux agents d'y répondre sans devoir se déplacer. Mais du coup, c'est aussi une communication qui est tout à fait asymétrique, parce que si l'agent décide de ne pas y répondre, il n'y répond pas, mais tout simplement, il faut qu'il maintienne son bouton dessus. Et donc parfois, on va entendre des détenus commencer à s'énerver en essayant de communiquer sur cet interphone où on n'entend pas grand-chose, finalement c'est très compliqué. Et puis tout simplement, si ça les énerve, on relève le bouton et puis on n'entend plus la personne, et puis voilà, et puis on n'y répond plus.
Et donc là, finalement, ça va être le mouvement dans l'espace qui va raconter. C'est une manière aussi pour les agents pénitentiaires de montrer comment ils perçoivent leur métier, la dimension fondamentale qu'ils vont attribuer à leur mission. Est-ce que c'est une mission sociale? Est-ce que c'est une mission sécuritaire? Est-ce qu'ils sont juste là pour avoir un salaire et ça s'arrête là? Et donc, on en a qui vont physiquement se déplacer jusqu'aux portes des cellules et d'autres qui vont rester constamment dans ces bureaux. C'est une critique qui revient en permanence. Et puis on a un contexte qui est celui d'un manque de personnel criant à tous les niveaux, une absence totale de communication. On a un turnover énorme de tous les membres du personnel, énormément d'absentéisme, beaucoup de démissions, une désillusion totale par rapport aux promesses annoncées. On a un chaos administratif, des démarches qui sont très très compliquées, des dossiers qui n'avancent pas pour les aménagements de peine, etc. Ça, Lucie pourra certainement en parler. Et donc voilà, on a un établissement qui ne répond pas du tout à ses promesses, ni à celle de répondre aux problèmes de surpopulation, puisque comme on l'a dit, les autres établissements n'ont pas fermé, ni aux promesses d'humanisation, ni aux promesses de réinsertion, puisque le seul concret effort en ce sens est celui de l'architecture, qui, dans les faits, est bien maigre pour y répondre. Et donc ça, c'est la prison de Harren, c'est actuellement, évidemment, c'est un échec qui est annoncé, qui n'est pas du tout surprenant, et c'est pas uniquement parce que c'est un établissement qui aurait été mal pensé, mais qui s'inscrit parfaitement dans le constat et une histoire beaucoup plus longue de toutes les prisons modèles. Alors je vais pas les mentionner comme ça, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps, mais comme l'a dit David, on a une succession de modèles, de projets de prisons modèles depuis toujours, en fait, depuis la naissance de la prison, et ce concept même, la formulation même de la prison modèle, on la retrouve dès 1810-1820, donc c'est vraiment depuis le tout début. Et puis on a eu une succession permanente d'établissements qui ont chacun à leur période été annoncés comme modèle pour réformer les comportements, pour humaniser, pour protéger la société, etc. Et qui chacun se sont soldés par des échecs. Et malgré une innovation architecturale vraiment foisonnante. Et donc ce qu'on aimerait ouvrir comme réflexion ici, c'est que si tout ça est un échec permanent, une répétition du même, c'est pas spécialement par manque de créativité, pas parce qu'on n'y aurait pas mis les moyens et l'énergie nécessaires, mais sans doute parce que le problème se situe ailleurs, en dehors des murs de la prison. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que c'est déjà bien long. Mais donc, voilà, c'est une invitation collective à réfléchir au système de justice en dehors du modèle de pénitentiaire, en amont, en aval, et pourquoi pas à la place de la prison, qui est peut-être un modèle dépassable. Voilà, donc on va continuer avec une vraie table ronde, essayer de se répondre l'une et l'autre et l'un et l'autre. Peut-être qu'on peut commencer par la question du paradoxe de la modernité carcérale, parce que c'est vraiment avec ça que tu nous as laissé, Delphine. Donc on sait que voilà, Harren est effectivement vraiment un échec, qu'il y a des éléments assez criants qui peuvent être apportés, notamment, et j'ajouterais ceci, que à la prison de Harren, on a énormément d'incidents d'automutilation, de suicides, du suicide du 3e étage ici, qui sont rapportés depuis l'ouverture de la prison. Donc c'est assez dramatique. On parlait de l'emprise du corps et de ce que ça peut avoir comme effet sur le corps. La modernité carcérale, c'est aussi ça. C'est aussi le drame de la modernité carcérale. Et donc on a cette modernité qui visiblement échoue. Et David Skir, tu parles du paradoxe de la modernité carcérale, qui est de dire qu'en fait, il y a des détenus et des agents qui préfèrent en fait se retrouver dans une prison vétuste parce que ça permet d'échapper à tout ce que Delphine a pu nommer aujourd'hui, malgré le fait que ces prisons modernes sont présentées par le politique comme répondant à des conditions plus humaines, à ce qu'il faut se faire, ce qu'il faut qu'il se fasse aujourd'hui en termes de carcéral. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors très rapidement, mais tu l'as rappelé très justement, ce paradoxe de la modernisation carcérale, il consiste à répéter le constat et le discours de très nombreux détenus et de très nombreux agents pénitentiaires qui disent préférer vivre pour les uns, travailler pour les autres, dans des prisons extrêmement vétustes, où parfois les détenus font des courses de cafards pour tuer le temps, plutôt que dans des prisons modernes, comme celle que vous a décrite Delphine. Et donc c'est vraiment cette idée que toutes les caractéristiques sur lesquelles Delphine a appuyé, la segmentation, la mise en distance, le recours incessant à la technologie, produit finalement des lieux de détention déshumanisants pour les détenus et un cadre de travail stressant pour les agents pénitentiaires qui ne travaillent plus que face au risque. Et j'ai en tête un détenu qui disait « on peut se passer de confort, mais on ne peut pas se passer de contact humain ». Et c'est vraiment ça. Alors, toutes les statistiques, d'ailleurs, le montrent. Il y a beaucoup plus d'incidents violents, il y a beaucoup plus de suicides dans les prisons modernes que dans les vieux établissements. Dans les vieux établissements, il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place. Souvent, les détenus parlent d'une ambiance familiale. Et là où c'est parfois paradoxal, c'est que, et moi y compris, on est beaucoup à avoir plaidé pour des douches en cellule, par exemple, parce que des douches en cellule, ça permet d'humaniser un petit peu la détention, ça permet d'autonomiser les détenus qui peuvent prendre une douche à l'heure qu'ils veulent, etc. Ça permet davantage de propreté, donc un meilleur rapport à son propre corps, etc. Et en même temps, beaucoup de détenus nous disent, de un, c'est un quart de l'espace cellulaire qui est utilisé, et donc c'est moins d'espace en cellule, mais surtout, c'est moins de sorties de cellules, et donc c'est moins de contacts sociaux. Donc c'est là où il y a ce paradoxe qui peut être parfois un peu vicieux, c'est que même en étant plein de bonne volonté, en admettant que la politique carcérale serait de bonne volonté, même là se cache parfois, le diable se cache dans les détails. Merci. Peut-être pour revenir un petit peu à Daniel Turner, parce que c'est finalement lui qui nous rassemble ce soir. On a beaucoup parlé effectivement de ces conditions de détention, et aujourd'hui on parle beaucoup des détenus et du corps des détenus. Mais c'est vrai, ce qui est marquant dans l'exposition, Denis, c'est de constater que ce qui est fort utilisé par Daniel Turner, c'est le matériel, tous les matériaux qu'il va donc transformer par les différents processus qu'on a vus dans l'exposition. Mais l'exposition, c'est aussi un travail qui est fort tourné sur l'absence, sur des détenus qui ne sont pas présents, dont les discours ne transparaissent pas dans l'exposition. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que le matériel, la matière, est à même de raconter la prison de Forêt, comme il a essayé de le faire dans son exposition? Si on réfléchit effectivement à la notion de représentation, qui dans l'art est forcément centrale, en imaginant que Daniel ait eu l'intention de représenter la prison, voilà, on est à ce moment-là devant la question du choix, du langage, comment représenter un espace spécifique comme celui-là. Alors c'est à la fois, je dirais, une sorte de transposition, c'est-à-dire qu'il a, in fine, transposé une institution en une autre institution. Enfin, je veux dire, voilà, la prison est une institution, le musée en est également une. Bon, comparaison, déparaison, mais je veux dire, voilà, il y a une sorte de translation, en tout cas, entre ces deux points. Ce qui se passe aussi, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui travaille par métonymie, donc c'est quelqu'un qui représente le tout, l'ensemble par des détails. Il ne fait que prélever des échantillons, les présenter un peu comme des objets archéologiques ou des indices, proche de la langage de la criminaux, en fait. D'une certaine manière, il isole des preuves.
Et je dirais que fondamentalement, c'est aussi peut-être quelqu'un qui traduit le lieu habité et vécu en creux. Il en donne une sorte de représentation négative, puisque comme tu le disais, l'humain n'est plus là. Et en même temps, l'humain est partout. Dans la trace des objets, moi il y a un objet que j'aime beaucoup dans l'expo, c'est dans la première salle, dans la dernière vitrine. Il y a cet empilement de tables qu'il a choisi. C'est des tables en bois standard, prélevées dans les cellules. Mais en fait, elles ne sont pas standards parce qu'elles ont été utilisées, elles ont été marquées différemment, elles sont abîmées, elles sont un peu peut-être à l'image justement des bobos de la prison, enfin des bleus de la prison, des blessures de la prison, mais en même temps rafistolées, donc la prison ancienne génération. Et il y a cette table du dessus qui est d'ailleurs marquée par une sorte de grille qui a été gravée par un détenu, j'imagine, etc. Donc c'est une manière effectivement de montrer en creux la présence humaine, et peut-être aussi autre chose qu'il a forcément beaucoup, à mon avis, touché, au-delà de des objets qui sont un peu, comme tu l'as dit, David, personnifiés. Enfin voilà, la tasse de café ébréchée, qui rafistolée, mais qui est pas une tasse individuelle mais personnelle. J'aime bien la nuance entre les deux termes. Il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect plus générique, plus, on va dire, communautaire, de représenter la prison comme un ensemble qui réunit à la fois des détenus et détenues et des surveillants, des agents, voilà, des agents et des agentes. Et notamment à travers une notion qui l'a beaucoup intéressé, qui est la notion de chaleur. C'est-à-dire, voilà, cette chaleur et ce flux de chaleur qui traverse et qui irrigue et nourrit toute l'infrastructure pénitentiaire est une chaleur communautaire. C'est celle qui permet à toutes et à tous, détenus comme agents, à vivre ensemble. Donc voilà, je pense que c'est une manière assez abstraite, parce que l'humain n'est pas là, mais en même temps très concrète, parce que l'humain est partout, voilà. Oui, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué aussi dans l'exposition, c'est toutes ces traces laissées et le fait qu'il y a vraiment une présence fantomatique du détenu. Et étant avocate, je suis souvent confrontée à tous ces récits qui sont super divers. Et voilà, je les imaginais tous et je repensais à tous ces récits auxquels je suis confrontée quotidiennement. Et c'est vrai que la question des traces, c'est quelque chose qui est en fait assez souvent repris, à la fois dans son travail Delphine et dans son travail David, parce qu'on parle des formes de résistance que les détenus et les agents vont avoir au sein de l'institution carcérale, qui est donc pensée de façon très stricte, sécurisée, etc. Et puis tu le dis, David, David, que le fait que cette prison n'implose pas, c'est parce qu'il y a des formes de résistance quotidiennes au sein de l'institution. Est-ce que tous les deux, vous avez peut-être des exemples de résistance des détenus et des agents à l'architecture carcérale ? Je vais en mentionner un qui me vient directement à l'esprit, mais il y en a certainement plein d'autres auxquels je penserai. Mais c'est assez... c'est très impressionnant à voir à Aaron à quel point, à quelle vitesse en fait cette prison est marquée par le passage des détenus et de toute personne qui y va, parce que c'est une prison qui est du coup flambant neuve, mais en tout cas à l'échelle des prisons. Mais en quelques semaines, quelques mois, on voyait déjà énormément de traces d'usure. Alors il y a énormément de choses qui cassent d'objets, etc. Des choses qui... Alors, il y a des choses qui cassent parce que
parce qu'elles ont été, parce que ce ne sont pas les bons objets qui ont été mobilisés. Je pense à toute une série de serrures, etc. Alors on a des serrures qui viennent d'un pays, des poignées qui viennent de l'autre, parce que c'est toute l'organisation du partenariat public-privé. Alors on fait appel à différentes entreprises, donc on a déjà un lieu qui en lui-même casse parce que contraint soumis à des contraintes budgétaires, économiques, etc. Mais on a aussi surtout des dégradations volontaires qui peuvent être le signe d'opposition, je perds le terme, mais aussi d'appropriation des lieux. Alors les cellules sont énormément marquées par le passage des différents occupants, même après quelques mois. On a des graffitis dans tous les sens, mais c'est un contraste assez fort parce que ces cellules sont en même temps refaites en permanence. On a toute une équipe dans la prison qui est employée, alors c'est des personnes détenues qui sont employées par la prison pour repeindre ces murs des cellules. Et donc tous les jours, cette équipe passe dans différentes cellules de la prison pour remettre à neuf, un peu dans l'idée d'effacer ce passage et de permettre la nouveauté. Et en même temps, il y a cette résistance constante de cette cellule est remise à neuf et malgré tout, elle sera marquée, réappropriée. On a des noms, on a des insultes, on a différentes choses. C'est une manière de reprendre pouvoir sur ces lieux, mais c'est aussi une manière de les faire siens, quelque part. Oui, c'est ce que ça m'évoque là maintenant. Tu auras certainement plein d'exemples. Donc je rejoins évidemment tout ce que vient de dire Delphine. Finalement, c'est ce que Goffman appellerait ces adaptations secondaires. Donc le fait d'essayer de retrouver une intimité en bricolant quelque chose pour cacher l'œilleton, d'essayer de se réapproprier les lieux. Ça passe évidemment par le graffiti ou par des mécanismes d'échange entre détenus ou des choses comme ça. Parfois, les résistances vont plus loin. On voit apparaître des formes de subversion, de contournement du pouvoir qui permet de faire émerger un monde commun en coulisses ou des choses comme ça. Mais quand je pense à la résistance en prison, moi, ce qui me frappe surtout, finalement, c'est l'absence de résistance. C'est à quel point l'institution carcérale est une incroyable fabrique de docilité. Une docilité qui est liée à l'économie de la survie qui est en prison et qui va brider toute forme de politisation collective des détenus. C'est la violence symbolique qui tue dans l'œuf toute ambition de révolte organisée. C'est l'espoir qui est nourri continuellement pour espérer une libération anticipée à un moment donné, qui finalement bride là aussi toute ambition d'aller contre un ordre ou un ordre donné ou un ordre carcéral établi. Donc moi, c'est surtout ça que ça m'évoque quand on parle de résistance. Ouais, je voulais peut-être... Ça me donne envie de rebondir sur ceci par rapport à l'exposition de Daniel et en particulier par rapport à la deuxième salle, Isophide, où il a réuni tous ces fragments de la prison et a créé une installation que je trouve assez mélancolique. C'est un peu cette idée de la fatigue, de l'épuisement, les traces grises sur le mur blanc, sur le traditionnel white cube de l'institution, qui finalement nous aussi on repeint nos murs après chaque expo, donc pour une autre raison, mais il y a cette idée, en tout cas moderniste, du cube blanc qui est un lieu finalement abstrait dans lequel les œuvres sont censées vivre par elles-mêmes, sans interférence avec justement l'environnement. Donc c'est une idée moderniste de la présentation des œuvres en musée, mais ces traces, ces nuages gris dont il a imprégné les murs avec la poussière des poignées de cellules
on vous l'a sans doute raconté en visite, mais provient d'une vision qu'il a eue quand il était gardien dans un musée à New York, et il s'est rendu compte que dans ce White Cube, il y avait finalement ces nuages gris qui s'accumulaient au fur et à mesure du temps, parce que le public et aussi les gardiens fatigués s'appuyaient contre les murs, ce qui est interdit théoriquement dans les musées. Et en fait, ça m'amène à cette question que j'ai envie de vous poser, vous qui observez la prison, vous qui la connaissez dans son activité. Moi, je l'ai parcouru 2-3 heures avec Daniel, elle était vide. C'est la question de la fatigue, la question de l'épuisement. Moi, c'est un point de curiosité, c'est de me dire, voilà, si on compare peut-être ces deux modèles, l'ancien et le nouveau, comment cette notion de fatigue, voire même d'épuisement, dit quelque chose de cette évolution. Alors la fatigue, c'est effectivement un thème qui revient beaucoup et que j'ai... en moi, dans les différentes prisons que j'ai expérimentées, j'ai connu un certain temps la prison de Mons, puis j'ai bien connu la prison de Berkendal, la petite prison des femmes, et puis la prison de Haren, qui sont toutes les trois trois infrastructures, 3 établissements très différents. Et clairement, c'est dans la prison de Haren que cette idée de fatigue revient toujours, de fatigue, de démoralisation, de désillusion très forte, alors pas partagée par tout le monde, hein. Il faut pas non plus avoir une vision trop noire à tout point. Il y a aussi, pour certaines personnes, ça a été une vraie amélioration, mais pour beaucoup, ça a été la perte de sens dans le métier par la perte du relationnel, là où justement ce relationnel avait été annoncé comme au fondement de cette nouvelle prison, avec cette idée des petites unités de vie, cette idée aussi des badges qui allaient permettre cette fluidité, donc ce contact, etc. Et puis il y a eu la réforme du personnel, ça j'en ai pas parlé, mais c'était un des autres gros projets de la prison de Haren. Donc le corps professionnel a été divisé entre d'un côté des agents plus dévoués à la sécurité et d'autres à l'accompagnement des personnes, et c'est cette fonction d'accompagnement qui a particulièrement été mise en évidence dans les discours institutionnels, dans les médias, etc. Et en fait énormément de personnel ne s'y retrouvent absolument pas. Beaucoup de personnes ont été engagées, ont candidaté pour cette fonction-là. On a retrouvé un personnel beaucoup plus divers qu'avant, avec des profils d'assistants et d'assistantes sociales, de psychologues et des personnes vraiment formées au social qui sont arrivées là et puis en fait qui ont déchanté totalement, qui sont repartis. Et puis d'autres qui avant ne mettaient pas spécialement en avant cette fonction sociale de leur métier, à qui on a annoncé ça, qui sont arrivés là et puis qui finalement ont dit mais en fait c'était beaucoup plus social dans l'établissement dans lequel j'étais avant. Et donc ça a vraiment conduit à une grande perte de sens dans le métier, un épuisement, en plus déjà évidemment de la pénibilité du travail et des distances, puisque ça c'est le cas dans toutes les prisons de Belgique. Le personnel fait souvent plusieurs heures de trajet pour aller vers ces établissements, donc on a une fatigue de base, un épuisement et en plus une fatigue morale qui se traduit dans des chiffres et dans les chiffres de l'absentéisme, etc. Aussi par beaucoup plus de tensions, de grèves, donc voilà. Pour réagir très rapidement, moi quand tu m'interroges sur la fatigue, j'entends aussi la notion d'attente et de léthargie. Étant donné, j'ai essayé de le montrer qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de projets positifs dans la prison. Alors oui, on parle de plans individuels de détention, on va parler d'activation des détenus, comme on a parlé d'activation des chômeurs, etc. Mais bien souvent, c'est des coquilles vides. On est plutôt dans ce que le sociologue Robert Castel appelait une forme de stockage des inutiles au monde. Et donc, dans ce cadre-là, le temps n'est qu'attente. Et l'attente, ça fatigue, ça amène à la léthargie. Et moi, c'est ça que je vois notamment à travers ces matelas
qui sont usés, ils sont usés aussi par des corps qui passent leur temps dessus à ne rien faire. Et c'est voilà, quand tu évoques la fatigue, moi j'entends l'attente, j'entends le temps vide, j'entends la longueur, j'entends cette inertie permanente finalement. Moi, je voulais aussi rebondir par rapport à cette question de la fatigue. Et ça m'a beaucoup parlé quand on voit la salle du bas avec la machine à coudre qui continue à tourner sans s'arrêter, sans réflexion. Alors, il y a vraiment un caractère assez oppressant par rapport au bruit que ça peut faire, etc. Mais ce que ça m'évoquait vraiment, c'était cette question de continuité, sans arrêt, sans réflexion derrière. Et moi, ça m'évoquait vraiment ce que vous avez déjà pu nommer par rapport à l'architecture de carcérale, à savoir, en fait, est-ce que à un moment donné, et je crois que c'est peut-être la question qu'on se pose un peu tous aujourd'hui ici, c'est est-ce qu'il y a une architecture qui est capable de répondre à tous les objectifs que la prison promet en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une architecture qui est capable de réhabiliter, humaniser, punir, neutraliser, protéger? Est-ce qu'en fait l'architecture carcérale en tant que concept, est-ce que c'est pas quelque chose qui est voué à l'échec en tant que tel? C'est une question compliquée. J'ai envie de la renvoyer à quelques-uns de nos décideurs politiques. C'est un peu le luxe du chercheur. Moi, je pose des interprétations, je pose des constats. Après, je considère pas que c'est à moi d'apporter des solutions. Mais quand même, pour en dire un mot, je suis pas certain que ça soit une question d'architecture. Je pense que c'est une question de prison et d'institution plus que d'architecture. C'est qu'est-ce qu'on demande à la prison aujourd'hui, quelle mission on lui alloue, et est-ce que le modèle carcéral est encore un modèle pénal viable? C'est plus cette question-là que j'ai envie de poser. Je réfléchis en même temps, mais pour moi, clairement, c'est pas une question d'architecture, et c'est même justement tout le problème actuel, c'est cette focalisation absolue sur le projet architectural et sur le modèle de détention en tant que tel, et c'est un peu cette idée justement, et d'où la reproduction de tous ces modèles. Toutes ces prisons modèles. Alors, on a eu le modèle auburnien autour du travail, le modèle pennsylvanien autour de l'isolement individuel, le modèle monastique, le modèle de la prison ouverte mais sur une île, le modèle des prisons vertes contemporaines. Alors, on invente tout ce qui est possible et imaginable. Mais au final, on se demande si l'effet, cette idée du modèle, ce serait pas finalement une manière de détourner l'attention de détourner l'attention des fonctions sociopolitiques de la prison, du fondement même de l'institution, pour le concentrer encore et toujours sur le fonctionnement interne, le projet interne de la prison, et sur l'idée qu'à un moment, on finira bien par trouver la bonne architecture et les bonnes règles de fonctionnement de la prison qui nous permettront d'atteindre toutes ces multiples ambitions qui ne font que s'ajouter les unes aux autres au fur et à mesure des années. Et donc, pour moi, c'est impossible que la prison, par elle-même, que par le modèle idéal, on parvienne à répondre à ces différentes fonctions, parce que la prison n'a tout simplement pas les moyens de répondre pour tout le système de justice et tout le système institutionnel dans lequel elle est imbriquée. Et pour moi, tant qu'on ne modifie pas le système pénal en soi, la prison n'a aucune prétention concrète à y répondre. Et peut-être pour commencer à arriver sur la fin de ce débat, David, toi tu as beaucoup parlé du concept de carcéralocentrisme. Ça nous permet aussi de lier ça à la question de la prison en tant qu'institution et de savoir
comment est-ce qu'un modèle qui visiblement semble échouer à de nombreuses reprises, comment est-ce que ce système se maintient et parvient à exister de la même manière qu'il existait il y a 300 ans? Parce qu'il faut savoir que la peine, telle qu'on la pense aujourd'hui, c'est quelque chose qui avait été imaginé il y a 300 ans par Beccaria au moment de la création du nouveau code pénal, où on s'est dit la peine, ce sera la privation de liberté et ce ne sera plus le châtiment. Et donc, la peine est restée la même, la prison, l'institution carcérale est restée la même depuis 300 ans. Si on nous disait en Belgique qu'on soigne aujourd'hui de la même façon qu'on soignait il y a 300 ans, tout le monde s'est scandalisé, on se poserait beaucoup de questions. Mais par contre, quand il s'agit de la justice et de l'institution carcérale, personne ne pose la question de savoir comment ça se fait qu'on punit encore aujourd'hui comme on punissait il y a 300 ans. Et donc, toi, tu abordes ce concept de carcéralocentrisme qui permet un peu d'aborder cette question. Oui, alors le concept de carcéralocentrisme, il vient pas de moi. Je l'emprunte à Gilles Chantraine, un sociologue de la prison. Et le concept de carcéralocentrisme, il repose sur deux assertions qui ne sont pas remises en question. La première, c'est de dire la prison existe parce qu'elle est absolument nécessaire. Et la deuxième, elle est de dire que les conditions de sécurité sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont absolument indispensables. En fait, ces deux assertions sont vues comme des évidences, sont jamais remises en question, et donc ça fait vivre le mythe d'une prison qui est évidente, alors que la prison, c'est une invention assez contemporaine dans l'histoire de l'humanité. On a fait les choses autrement avant, c'était peut-être pas mieux, mais il y a peut-être moyen de faire autrement après. Et je pense qu'il faut éviter... Enfin, il faut en tout cas essayer d'enlever les œillères que nous impose le carcéralocentrisme. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans la proposition de l'exposition ici de Daniel Turner. C'est que, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'il m'interroge beaucoup sur un dilemme, je pense, qu'on a toutes et tous quand on s'intéresse à la prison. Ce dilemme, c'est est-ce qu'il faut réformer ou est-ce qu'il faut supprimer ? Finalement, est-ce qu'il faut tenter d'humaniser au risque de légitimer ce système qui est dysfonctionnel, ou est-ce qu'il faut plutôt viser l'abandon de ce système dysfonctionnel au risque d'une génération de détenus, d'agents pénitentiaires sacrifiés? Donc voilà, je m'éloigne un peu de la question initiale. Peut-être, avant de céder la parole, j'imagine qu'il y a comme quelques questions qui sont prévues. Moi, je voulais juste, pour terminer, alors peut-être, si tu le permets, Lucie, rebondir sur un mot qui m'a quand même frappé dans la description que vous faisiez de la nouvelle prison, c'est l'évolution vers la notion de contrôle. Et ça m'a fait penser à un commentaire de Gilles Deleuze qui, déjà dans les années 80, dans un tout autre contexte, parce qu'il était invité à parler du cinéma devant des étudiants, mais disait, bon voilà, Foucault a travaillé sur finalement un système qui est d'une certaine manière déjà parachevé, déjà mort d'une certaine manière, qui est le système disciplinaire, à savoir on confine des gens dans un lieu, on les emprisonne. Bon, le Grand Tornu, je le disais, est à l'époque un lieu de confinement finalement pour les travailleurs. Ils étaient d'ailleurs sédentarisés d'une certaine manière par le patron qui leur fournissait des petites maisons sympas, parce que voilà, j'ai raconté déjà, c'était des paysans qui en hiver venaient travailler à la mine, et pour les fidéliser, il leur a offert des petites maisons. Bon. Donc, et Deleuze disait, finalement le modèle de demain, qui sera peut-être plus... voilà, ça c'est le domaine de la société pas disciplinaire, mais de la société de contrôle. Et disait, voilà, même le travail a évolué, et déjà évolué à l'époque. C'était le début du télétravail, donc finalement les ouvriers, les travailleurs ne sont plus attachés à un espace d'enfermement, mais sont finalement libres en apparence, mais ils sont contrôlés à distance, etc. Et je me demande si le fait que le contrôle a l'air de plus en plus dominant dans un système carcéral, qui est encore un système fermé, si l'avenir, peut-être infernal, de la prison, donc je ne dis pas
que c'est une évolution qui irait dans le sens de l'abolition de la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou en tout cas telle qu'on la connaît depuis le 19e, etc. Mais enfin, avant ça, il y avait la Bastille et tout ça, j'imagine, il y a une sorte de prison. Mais je me demande si on ne va pas alors évoluer vers un système finalement où il n'y aurait plus de prison, mais où les gens, les détenus seraient contrôlés à distance. Enfin voilà, je ne sais pas. Mais c'est pas spécialement pour réouvrir le débat là-dessus. Mais en tout cas, l'idée que le contrôle est de plus en plus dominant dans notre société contemporaine en général, j'imagine, pourrait mener à quelque chose qui soit encore plus fragmentaire et à la limite du découpage en secteurs. Ce serait finalement des petites prisons individuelles ambulantes. Oui, Enfin, je rebondis juste sur ce point du contrôle à distance, parce que on a pu croire à des moments que c'était des formes de contrôle qui allaient se substituer les unes aux autres. Et ce qu'on observe finalement, c'est qu'on voit surtout une accumulation de ces formes qui viennent s'ajouter les unes aux autres, des formes de contrôle. Alors, on a la prison, on a la surveillance sous bracelet électronique, et en fait, on est on est face à l'échec de la prison, on le sait, on sait la violence de la prison. Alors on a beaucoup de gens qui vont plaider pour des alternatives à la détention, et notamment la détention électronique à domicile. Et ça a pu être une promesse assez alléchante à un moment. Mais ce qu'on constate, c'est que, alors déjà, la surveillance à domicile comporte ses peines en soi. C'est pas du tout adapté à tout le monde. C'est extrêmement violent aussi de vivre à la maison. Alors, avec toutes les tentations à portée directe, mais aussi dans la proximité avec la famille. On a des situations parfois aussi de violence à l'intérieur des maisons qui rendent ça très compliqué. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais aussi et surtout parce que à chaque fois qu'on a prôné des alternatives à la détention, on a vu que ça ne faisait qu'étendre le filet pénal. C'est la même chose pour les peines de travail et différentes peines dites alternatives qui restent des peines en soi, mais qui sont toujours considérées comme alternatives par rapport à la prison, qui est vue vraiment comme la peine de référence et qui serait un peu la seule vraie peine, et toutes les autres à côté seraient des sortes de régimes de faveur. Et ce qu'on voit, c'est que au plus on promeut les alternatives, au plus également on va les mobiliser, mais on ne diminue pas le recours à la prison. Et donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, on a des personnes à qui qu'on voit suffisamment bien insérés dans la société ou quoi, et donc des profils pour lesquels on va se dire c'est quand même vraiment dommage d'aller mettre ces personnes-là en prison, d'aller les désocialiser. Donc on va plutôt leur permettre telle autre peine alternative à la détention, mais ce qui est vu du coup comme une faveur, et c'est un petit peu si vous ne respectez pas les conditions qu'on vous donne, vous irez en prison. Et donc en fait c'est des profils qui avant auraient échappé tout simplement à la détention, à qui on va permettre d'autres formes de détention, et qui finalement, si elles ne respectent pas ces conditions, on vous avait donné un régime de faveur, donc vous irez quand même en prison. Et ce qu'on voit, c'est que au final, malgré tout, même quand on essaye de sortir un petit peu de la boîte de la prison, cette référence constante à la prison comme peine centrale et de référence fait qu'on va juste additionner les autres formes sans jamais diminuer ce recours à la prison, qui ne fait qu'augmenter. Et je tiens à dire aussi qu'en Belgique, on a souvent l'impression qu'on ne fait pas assez appel aux alternatives à la détention. Mais c'est faux, on a vraiment une obésité punitive à tous les niveaux. On est un des pays qui a un taux d'incarcération très fort, mais aussi un des taux les plus élevés de détention électronique, et de toutes les autres formes. On punit juste trop, et beaucoup plus que d'autres pays en comparaison. Et donc il y a vraiment une invitation aussi à réfléchir en dehors du modèle punitif
tout court et du système pénal pour envisager aussi d'autres formes de justice indépendantes qui pourraient être pensées en amont et en dehors des instances pénales. Mais je pense que Lucie aussi pourra rebondir là-dessus parce qu'elle est plus spécialiste. Mais oui, tu as déjà bien résumé l'idée. Je crois qu'on peut peut-être se tourner vers le public parce que vous avez sûrement l'une ou l'autre question que vous aimeriez poser. Voilà, je vais faire tourner mon micro, que je crois que ça va être le plus simple. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Oui, c'est juste, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et de comprendre un peu plus pour les citoyens qu'on ait la complexité de ce système dont on est assez exclu, on entend parler dans les médias et tout ça, mais c'est vraiment des par bribes et donc d'avoir des personnes qui sont des acteurs de terrain comme ça qui nous permettent un peu plus d'envisager ce qui se passe derrière les portes fermées de la prison. Mais pour rebondir sur le dernier point, est-ce qu'il n'y a pas des pays où il y a des systèmes qui sont plus exemplaires que d'autres, ou sur lesquels on pourrait prendre exemple? On parle souvent de la Hollande, qui a un taux qui est assez bas par rapport à d'autres pays. Est-ce que ce ne serait pas une piste de réflexion pour ceux qui est du taux de détention tellement élevé chez nous? Oui, il y a plusieurs exemples. Alors, on n'a pas d'exemple, évidemment, de pays qui auraient fait tout à fait abstraction du modèle pénitentiaire, mais par contre, on a des pays qui ont vraiment envisagé des politiques de décarcération avec un recours beaucoup moins important au système pénitentiaire, mais aussi système punitif. On a effectivement les Pays-Bas, malheureusement, maintenant, avec le gouvernement d'extrême droite qui est monté aux dernières élections, on a un discours très sécuritaire qui est revenu sur le devant de la scène. Donc, il y a tout à parier que la tendance va plutôt s'inverser. Mais en tout cas, le Pays-Bas faisait partie des pays qui ont progressivement fermé des prisons. D'ailleurs, la Belgique a loué pendant plusieurs années des places de prison dans une prison qui est la prison de Tilburg, donc aux Pays-Bas. Et donc là où nous, on ne faisait qu'augmenter le recours à la prison et accroître le parc carcéral, y compris en dehors des frontières. D'autres enferment, c'est le cas aussi des pays scandinaves, du modèle scandinave, qui ont vraiment... La Finlande, c'est un exemple très, très fort parce qu'elle a diminué de une vingtaine de % sa population carcérale en 10 ans, je pense. C'est un des plus hauts taux d'incarcération d'Europe. Et vraiment, ils ont eu une politique où... en 50 ans, ouais. Ok. Ouais. Bon, 10 ans, j'ai un peu exagéré. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant et c'était un choix politique. Et alors, c'est pas aller sans opposition, évidemment, de la population, etc. Mais il y a eu un vrai travail de pédagogie pour expliquer aussi l'intérêt qui paraît un peu contre-intuitif, parce que c'est vrai que quand on a toujours cet imaginaire de la punition qui va permettre de faire comprendre un peu cette idée de faire justice en punissant et pour que la personne prenne conscience de ses actes et par magie, sans aucune réflexion vraiment structurelle sur les conditions qui mènent aux conditions qui mènent aussi à la criminalité, à la délinquance et plus généralement aux illégalismes. Cette idée que juste en punissant, la personne comprendrait et qu'on éviterait la récidive. Mais j'ai de nouveau perdu le fil. Il y a aussi les Pays-Bas, le Portugal qui a décidé de dépénaliser les infractions sur les stupéfiants, et donc on ne met plus les gens en prison aussi pour des problèmes liés aux stupéfiants, mais qui sont traités alors comme un problème de santé publique et non comme un problème de délinquance. Et donc ça, c'est aussi une des manières de diminuer le recours à l'incarcération, parce que c'est aussi ça qui freine toutes ces innovations en matière pénitentiaire, etc.
elles s'essoufflent toutes parce qu'on est toujours face à cette vague massive d'incarcération qui font que on n'a pas les moyens de prendre en charge, d'individualiser et de répondre aux besoins des personnes qu'on va retrouver en détention. J'allais répondre avec les mêmes exemples, même si je dois avouer que je me méfie toujours d'aller chercher des bonnes pratiques ailleurs, parce qu'il faut toujours voir ce que ça cache aussi. Les pays scandinaves sont souvent présentés comme des pays plus progressistes en matière pénale, carcérale, etc. Et en même temps, il y a aussi une course à l'assimilation qui est très forte. Ce sont des pays qui renvoient énormément les détenus étrangers dans leur pays, etc. Donc ça cache d'autres choses. On parlait à un moment donné beaucoup de la gestion des conflits dans des peuples autochtones inuits ou des choses comme ça, où on considère que quand quelqu'un commet une faute, c'est la faute du groupe et pas une faute individuelle. Résultat, le groupe se déplace, mais en fait le résultat est le même. L'individu meurt loin du groupe social. Donc parfois je pense qu'il faut se méfier. Mais par contre, je trouve très intéressant ce que Delphine disait. Tout est une question de choix politique et surtout de choix politique dans la manière de poser le problème. On parle sans arrêt depuis les années 80 avant la fin des années 70 de surpopulation. On parle toujours de surpopulation. Surpopulation, ça veut dire il manque des places. On parle jamais de surincarcération. Or, certains pays ont fait le choix de poser le problème politique autrement et parler de surincarcération. Du coup, comment est-ce qu'on incarcère moins? Est-ce qu'on met en place des quotas, etc. Donc effectivement, tout est une manière de poser le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Pourquoi n'avez-vous pas parlé des maisons de transition et des maisons de détention qui sont des alternatives à ces méga prisons? Tu veux répondre aussi? David complétera, mais on peut en parler aussi. C'est un autre modèle d'innovation en matière pénitentiaire, à nouveau qui reste vraiment centré sur l'idée de trouver le modèle idéal de prison qui permettrait justement cette resocialisation, etc. Malgré tout, on ne peut pas nier qu'il y ait une vraie volonté, une vraie bonne intention en tout cas derrière ces projets qui sont donc des établissements à toute petite échelle avec un modèle, avec une liberté de mouvement beaucoup plus grande. Certaines n'ont pas de mur d'enceinte et il y a l'idée de vraiment pouvoir circuler beaucoup plus facilement entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement, mais aussi à l'intérieur de l'établissement, d'avoir un personnel qui est aussi beaucoup plus directement affecté au suivi, à l'accompagnement des personnes, avec beaucoup plus d'activités qui sont mises en place, etc. Donc ça, c'est le projet des maisons de détention et de transition, qui ne sont pas du tout accessibles à toutes les catégories de détenus. C'est des profils pénaux spécifiques. Les critères ont changé plusieurs fois, donc peut-être que tu pourras les préciser. Mais il y a toute une série d'infractions qui ne peuvent pas rentrer là-dedans, ce qui est fait pour terrorisme ou le fait de mœurs, etc. Mais aussi, c'est lié aux longueurs de peine, etc. Mais à nouveau, ce modèle de maison de détention et de transition, alors ça pourrait être une belle transition vers peut-être la fin du modèle pénitentiaire à un moment, si réellement elles étaient mobilisées comme une alternative complète à la prison, c'est-à-dire si on remplaçait nos prisons actuelles par des prisons de petite taille, comme les maisons de détention et de transition. Mais ce qu'on voit à nouveau, c'est qu'elles ne font que s'ajouter à l'arsenal des sanctions actuelles. Et donc pour le moment, c'est pas vraiment vu comme une solution en Belgique. On y fait très très peu recours parce qu'à nouveau, c'est dans l'opinion publique générale et dans la représentation politique de comment la délinquance doit être prise en charge. C'est vu comme trop confortable. Et donc, on y fait très peu recours.
Oui, juste compléter parce que je suis avocate et je travaille beaucoup en pénitentiaire et que donc on est beaucoup confronté aux maisons de transition et maisons de détention. Et comme dit Delphine, c'est vraiment des détenus qui avant sortaient du champ du carcéral, qui aujourd'hui se retrouvent dans ces maisons de détention. Donc on a vu récemment la mise en application et la mise à exécution des peines, des courtes peines, donc de moins de 3 ans, qui avant n'étaient pas placés en détention, donc ils avaient droit à de la surveillance électronique, des libérations provisoires, etc. Donc ils s'étaient assez rapidement libérés par l'administration pénitentiaire qui n'était pas capable d'absorber cette surpopulation. Et aujourd'hui, on voit que les maisons de détention servent en fait à ces personnes qui ont des courtes peines et qui se retrouvent aujourd'hui détenues dans ces maisons de détention. Pardon ? Oui, ou en fin de peine, effectivement. Mais c'est des faits, donc il y a toute une série de faits qui sont exclus. Et donc, on a des profils qui, comme vous le dites, en fin de peine, avant, on pouvait bénéficier de libération anticipée ou bénéficier de libération conditionnelle. Aujourd'hui, se retrouvent faisant partie du filet pénal. Et donc, voilà. Tant que c'est un projet qui est intéressant en soi, mais tant que c'est pas conçu et utilisé comme une véritable alternative à la détention, ouverte à tout un ensemble de détenus, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, le problème c'est que ça ne suffit pas à répondre au problème de la surpopulation carcérale. J'avais juste une question par rapport... Donc, on a parlé de l'incarcération qui va avoir un réel impact sur le physique et le psychique des détenus. Plus elle est longue, plus ça va avoir un impact. Ça s'est démontré dans la littérature scientifique. Les lieux également peuvent affecter tout ce qui est sensoriel et ils ont été pensés pour une population relativement jeune. Donc je me demandais si en Belgique concrètement, donc on a des peines de 20 ans ou des détenus qui entrent après un certain âge. Donc moi j'ai lu que l'âge pour être vieux en prison dans la littérature c'est 50 ans et qu'il y a un vieillissement accéléré. Et je me demandais si en Belgique il existait des prises en charge spécifiques parce que la population, le vieillissement de la population c'est un phénomène mondial. Toutes les maladies aussi cognitives comme les démences, j'imagine qu'elles sont également présentes en prison. Et donc je me demandais si quelque chose était mis en place pour ça. Si vous en aviez connaissance. Oui, j'ai envie de vous répondre non, mais oui. Donc effectivement, la prison reste un lieu d'enfermement d'hommes jeunes précarisés, ça c'est la règle. Et effectivement, il y a des détenus plus âgés. Vous mentionnez aussi des détenus qui ont des profils psychologiques spécifiques, etc. La prison reste une institution de prise en charge collective et globale, donc globalement, il y a quand même peu de choses qui sont faites pour les prises en charge individuelles, notamment en termes de santé mentale, etc. Alors oui, ça existe. Oui, il y a des prises en charge en prison qui sont toujours insatisfaisantes et insuffisantes. Oui, il y a des cellules qui sont aménagées pour recevoir un détenu PMR en chaise roulante. Oui, ça existe. Il y en a sans doute trop peu. Donc, voilà, ça fait souvent partie du cahier des charges, ça fait partie du projet, mais dans les faits, ce sont des vrais problèmes d'individualisation de la peine que vous posez là et qui se posent dans toutes les prisons. Oui, donc ça, c'est les libérations pour des raisons médicales. Et effectivement, c'est vraiment limité à des cas très spécifiques. Je crois qu'en 5 ans de travail, j'en ai demandé 2 fois et j'ai obtenu 1 fois une libération pour des raisons médicales. Et donc, c'est très limité. C'est vraiment pour des cas
En fait, c'est des cancers en phase terminale, concrètement. Donc, c'est vraiment quand le médecin de la prison établit, et il ne le fait pas souvent, que les conditions de détention sont incompatibles avec l'état de santé du détenu. Et c'est vraiment des cas extrêmement limités, et ça arrive très très peu. Puis ça pose toute la question des soins de santé en prison qui sont assez catastrophiques, mais donc ça n'arrive déjà très peu. Et de façon générale, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, en Belgique, 46% des détenus vont à fond de peine. Donc on nous parle beaucoup dans le politique du fait qu'il y a beaucoup de détenus qui bénéficient de libération conditionnelle, anticipée, etc. Et que franchement, c'est trop facile. Il faut quand même savoir que voilà, presque 50% des détenus vont jusqu'à la fin de leur peine, et ce compris les peines longues. Voilà, donc on va peut-être clôturer ici le débat. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci au public. Avant de clôturer, j'aimerais juste attirer l'attention du public sur 2 institutions qui travaillent sur ces questions si vous voulez aller plus loin dans la réflexion. La ASBL 9 mètres carrés, j'ai laissé pas mal de flyers ici, c'est une ASBL qui vise à créer au sein de la prison Forêt, dans laquelle Daniel Turner a été, un musée pédagogique, donc vraiment pour éduquer sur les enjeux carcéraux et continuer un peu le travail qu'on fait ce soir. Et la deuxième association dont je voudrais vous parler, c'est Arro, qui a créé récemment une carte des prisons bruxelloises et qui organise régulièrement au sein, donc dans la ville et à Bruxelles, des visites avec l'OIP, avec voilà, d'autres ASBL, et qui permet un peu de comprendre l'historique des prisons bruxelloises. Il y a un site qui est extrêmement bien fait, avec notamment les enregistrements de sons à la prison de Harren, et ça vous met vraiment dans l'univers carcéral. C'est très intéressant et je vous invite à aller le voir. Merci à tous et à toutes.